Dès qu'elle est proférée, la langue entre au service d'un pouvoir, disait Roland Barthes. Nous parlons aujourd'hui de langage, d'empire des signes et d'empereur du silence, avec Éric Meyer, journaliste et écrivain français spécialiste de la Chine. Après avoir raconté ses aventures dans Robinson à Pékin, il est de retour avec un nouveau roman graphique élaboré avec l'artiste italien Gianluca Costantini, intitulé Xi Jinping, l'empereur du silence. Si, comme silence, il sera question du président, mais aussi de son père, de l'artiste contemporain Ai Weiwei, de la place Tiananmen et de Robinson Crusoe. Vous l'aurez compris, Eric n'a pas sa langue dans sa poche, même face au plus puissant des présidents, son cœur Robinson à travers les romans. Bonne écoute à toutes et à tous. J'arrive à Pékin après un long cheminement où j'avais choisi quel endroit je voulais faire, la Chine, parce que c'était un pays difficile, pas trop de concurrence, donc un pays inconnu, un pays très démuni où tout était à faire, où, un pays infini, donc à tous les sens du terme euh, y compris un pays qui n'est pas fini, contrairement à nos pays à nous qui semblaient finis. Euh, et donc j'arrive dans ce pays merveilleux, tout gris, des millions de vélos, euh, euh, pas beaucoup de bruit, pas de voitures, euh, une énorme pollution, mais qui date uniquement, qui dépend uniquement du charbon pour chauffer les maisons. Et dans les rues, pas de voiture, pas d'usine, des choses comme ça, quoi. Et puis, euh, j'ai mis quelque temps à m'installer. Ça n'a pas été facile. Mes principales difficultés venaient à la fois du gouvernement chinois qui n'avait pas envie d'avoir il voulait avoir le moins de journalistes possible pour commencer. Mais ils ne pouvaient pas nous empêcher d'arriver parce que le ministère les français disait nous on en veut, le gouvernement. Et d'autre part, on disait réciprocité. Eux, ils étaient ravis d'avoir, par exemple, des dizaines de faux journalistes en France qui étaient des espions, qui étaient, ils avaient une carte de journaliste, mais ça leur permettait de créer des réseaux, d'obtenir des informations à gauche, à droite, et ils prétendaient être journalistes. Donc, ma foi, le gouvernement chinois a essayé de m'empêcher de rentrer, mais le Quai d'Orsay en France, le ministère des Affaires étrangères, les a forcés à me prendre. Ensuite, bon, il se passe, mais dès le premier soir, une merveille absolue, quoi. On voit un monde, on comprend rien. Même ce qui est marqué sur les murs, ce qui est marqué dans les rues, on comprend rien. C'est pas la même écriture. Euh, Ça m'a fait penser à cette phrase de Roland Barthes qui disait, si je devais réinventer le mythe de Robinson, je ne le mettrais pas sur une île déserte, mais dans une grande ville d'Asie dont le voyageur fraîchement débarqué ne comprendrait ni les mots, ni les sens, ni les bruits. Et c'est ça qui m'arrivait. Euh, donc, c'est très intéressant. Mais les journaux, tous passionnés, ça manquait complètement. Il y avait une absence totale et une incompréhension, euh, un quiproquo, si on peut dire, une incompréhension mutuelle. À savoir que euh, les Européens étaient prêts à recevoir de la nouvelle sur la Chine, sur les Chinois en tant que pays sous-développé, inférieur à l'Europe, et pour faire valoir l'aspect exotique et aussi pour faire valoir la Chine comme pays moins bon que nous en tant que technologie, moins bon que nous en tant que droit de l'homme, moins bon que nous en tant que droit de l'homme, moins que rien, quoi. Et nous, tout. Et au début, honnêtement, je le voyais comme ça, mais en même temps, je savais que c'était absolument pas possible et que c'était un pays avec merveille,
un pays des merveilles cachées. Il fallait simplement que je parte avec les outils que j'avais dans ma main pour voir ce que je pouvais voir avec mon cerveau de l'époque, en absence de clé de compréhension, et pour remonter la pente et pour arriver à leur montrer le vrai truc. Mais dès mon premier article, c'était passionnant et ça passionnait, et on m'en redemandait. Donc j'ai été immédiatement euh, demandé très fort. Et ce quiproquo ou cette incompréhension s'est dissipée après le massacre de Tiananmen, après Tiananmen, parce qu'à ce moment-là, on a découvert un peuple dont le gouvernement venait de faire exécuter froidement 10 000 de ces jeunes les mieux éduqués. Et il n'avait pas le choix, c'était ses propres enfants en plus, des enfants de la très haute société. Mais s'il ne le faisait pas, alors que ses enfants réclamaient de la démocratie, c'est Pékin qui tombait. Euh, donc il s'est résolu à cela. En plus, il y avait une déchirure totale entre deux ailes, une aile réformatrice qui disait réformons et une aile conservatrice qui disait conservons. Et ils se sont déchirés en public devant tout le monde. C'était ça, le massacre de Tiananmen. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. Est-ce que à l'époque de ce massacre, donc 2 ans après ton arrivée, est-ce que tu as réussi à prendre l'envergure de cet événement d'un point de vue historique ou pas? Mais évidemment, dès le départ. Si tu veux, quand tu arrives en Chine, tu constates que tout est verrouillé. Et la Chine a même une manière de penser qui elle-même est verrouillée. La presse ne dit que ce que l'État est prêt à, à entendre. Et le peuple n'entend et ne prononce que les paroles que le gouvernement peut tolérer qu'il prononce. Euh, donc pour vivre, le peuple chinois doit avoir deux paroles et deux langages, deux consciences. C'est fou, hein, parce que ce que je suis en train de te dire, c'est la définition exacte de la névrose selon Sigmund Freud. Si tu as deux niveaux de conscience séparés, éclatés et qui ne se rejoignent pas, tu es névrosé, quoi. Euh, eh bien, tout Chinois, aujourd'hui y compris, a un cercle intérieur et un cercle extérieur. Face à l'extérieur, on dit tout ce que l'État est prêt à entendre, et face à l'intérieur, c'est-à-dire face à ses parents, ses amis, on va dire une partie de choses qui sont beaucoup plus audacieuses et qui sont pas forcément acceptables. Donc, dès qu'on a vu en 89, suite à la mort de Hu Yaobang, le premier secrétaire du parti, qui venait d'être expulsé d'ailleurs de ce poste quelques mois plus tôt, et il est mort, il était toujours au bureau politique, et à l'intérieur du bureau politique, il a fait un arrêt cardiaque, il est mort. Ça se passait en avril, je crois, 89. Eh ben, immédiatement, le peuple a réalisé qu'il y avait quelque chose d'effarant, de très choquant. Et une première délégation de 2000 étudiants sont partis de l'université de Beida pendant la nuit et ont marché toute la nuit, sont arrivés sur la place Tiananmen le lendemain matin. Et cette occupation de la place Tiananmen ne s'est terminée que 2 mois plus tard, après le nettoyage de la place Tiananmen par des chars d'assaut et l'assassinat de 10 000 de ces jeunes, quoi. Voilà. Donc, nous, journalistes, évidemment qu'on le savait, mais on, on avait aussi ce problème très sérieux qui existe aujourd'hui encore, que il existe hors de Chine, et alors il existe une lutte idéologique Chine-monde, très clairement. Et le terme de China bashing, d'engueulade de la Chine ou d'insulte à la Chine, reste très, euh, à la fois très véridique et très présent. Euh, la Chine nous parle mal de nous,
en tant que pays capitaliste, tout, elle a toujours besoin de dire que elle est un pays qui ne fait pas d'erreur, qu'elle est un gouvernement sans faute et qui assure le bien-être du, du peuple par la dictature du prolétariat, etc. Bon, euh, mais nous-mêmes, nous avons cette très grande difficulté, j'allais dire, une forme d'infirmité de ne pas être capable d'une forme de neutralité. Donc, on a tout de suite dit que c'était la fin du communisme qui déboulait et c'était une très bonne chose et tout. Alors qu'en fait, si le communisme disparaissait, ça mettait le pays en feu, à feu et à sang parce qu'il n'était pas prêt, parce qu'il n'y avait pas de relève, pas de relance de relève possible. Donc, euh, on a ressenti la chose, on a pris un peu nos désirs pour des lanternes, si on peut dire, nos vessies pour des lanternes. Et puis, tous les jours, on a fait les manifs. J'étais tous les jours place Tiananmen et ensuite j'allais à vélo aux universités à l'autre bout de la ville et je marchais avec les étudiants pendant toute la journée. Euh, je me renseignais toute la journée j'interviewais tout en marchant et de temps en temps il se passait des choses extraordinaires. J'avais besoin d'envoyer un article. Il n'y avait pas de téléphone portable hein, à l'époque. Et donc, j'allais m'arrêter à une petite boutique. Je dis, je peux utiliser votre téléphone? Oui, oui, oui. C'est pour téléphoner à l'étranger. Il me dit, pas de problème. C'est complètement cinglé. Normalement, il y avait de la censure, des policiers, polices secrètes et tout. Mais là, j'appelais les PCV, c'était le numéro 115, euh, Collect Call. Et puis, 30 secondes après, j'avais mon journal et je dictais mon article. Et ça avait duré 10 minutes. J'étais arrivé aux deux tiers du cortège qui était passé devant moi. Et je repartais, je remontais tout le cortège et ça se passait comme ça. Très, très amusant. Euh, les jeunes Chinois, j'ai fait un bouquin là-dessus qui s'appelle Pékin Place Tiananmen. Et les jeunes Chinois me disaient, il est impossible qu'on nous attaque, qu'on nous fasse du mal parce que l'armée du peuple ne peut pas s'attaquer au peuple. Euh, euh, il y avait des vieux au bord de la route qui me disaient, euh, alors je vais te le dire en chinois, Xin Tang Niu Do Pu Pa Hu, ce qui signifie les jeunes veaux qui viennent de naître n'ont pas peur du tigre. Ça voulait dire, ils sont cinglés, ils devraient se méfier. C'est terrible ce qui se passe devant eux, c'est terriblement dangereux, mais ils ne voyaient pas. Et nous non plus. C'était comme une grande fête utopique. Ça a duré 2 mois et ça s'est terminé à la mitraillette et au char d'assaut. Oui, c'est-à-dire que le jeune veau qui vient de naître n'a pas encore été éduqué par ses parents qu'il y a des choses dangereuses dans ce monde et que là, il y avait un côté un petit peu de jeunesse illusoire qui rêvait en grand, mais qui n'avait pas encore peut-être un recul suffisant pour manœuvrer une situation très, très délicate. T'as tout Et, compris? T'as tout compris? et je me posais la question parce qu'effectivement, je trouve on connaît très mal les événements de Tiananmen depuis l'Europe. En fait, on a une connaissance très superficielle où on a tous vu, tu sais, dans les livres d'histoire, Tankman qui se dresse devant le char, mais peu de gens connaissent vraiment le déroulé des événements. Et notamment, je trouve, il y a quelque chose qui est toujours assez surprenant, c'est qu'en fait, ça, comme tu le disais, ça s'est étalé sur plusieurs semaines, voire Oui, même plusieurs mois. Il y a eu plusieurs rassemblements, il y a eu des grèves de la faim, il y a eu plusieurs ouais, négociations, il y a eu des négociations officielles, des négociations non officielles, plein de choses qui se sont succédées. Même des moments où le régime on a eu l'impression qu'il y avait presque des potentialités d'ouverture vers une transition démocratique. Je voulais te demander, même si c'est une question assez difficile, mais est-ce que tu es capable d'identifier une chose qui a manqué, une chose qui aurait pu faire basculer le pays, pas forcément dans la démocratie, mais dans un autre système et qui manquait à l'époque? c'est-à-dire que au moment où les jeunes disent nous voulons négocier plus de démocratie, des choses comme ça,
Euh, ils parlent avec derrière eux Zhao Ziyang, qui est l'actuel premier secrétaire du pays et qui est réformateur. Zhao Ziyang s'est opposé à Li Peng, qui est le premier ministre, lui. Et en fait, au sommet, tu as Deng Xiaoping qui, lui, dit, bah, écoutez, c'est pas compliqué. Euh, il faut que on va pas négocier. On n'a jamais fait ça. On discute pas avec la rue. On discute pas avec la jeunesse. On a le pouvoir, on le garde. Ça s'appelle dictature du prolétariat et c'est tout. Mais alors, ce que Deng Xiaoping fait à ce moment-là, c'est d'envoyer et on l'a su très vite, ça. Il a envoyé un ultimatum à tous les présidents, à tous les secrétaires de province et à tous les généraux commandants des régions militaires, qui étaient au nombre de 7. Ça donnait donc 37 voix, en quelque sorte, plus peut-être les gouverneurs, mais donc 30 gouverneurs de plus, mais cela était moins important. C'est plutôt pas en tant que bonshommes qui votaient, c'est en tant que province, région. Est-ce que vous êtes pour Lipang et moi et la conservation, le conservatisme, ou bien pour Zhao Ziyang et la réforme, contre moi? Dites ce que vous pensez. Ça a pris environ 2 mois pour avoir les réponses. La première qui a répondu nous sommes pour Deng Xiaoping et pour Li Peng, c'était le Tibet. C'est la plus pauvre de toutes les provinces de Chine. La dernière qui a répondu, c'était Canton. C'est la plus riche. Et tous les autres se sont échelonnés. Ceux qui avaient le plus besoin de, de l'aide du niveau central ont voté en premier. Mais à la fin du jour, on a eu 37 réponses pour Deng Xiaoping et 0 pour Zhao Ziyang. Et le premier qui aurait dit euh, je suis pour Zhao Ziyang, c'était fini pour lui, mais même sa carrière et même sa liberté, en fait. Euh, la question n'était pas, une fois que cette question a été posée de telle manière, c'était pas une question démocratique. C'est pas pas question de répondre ce qu'on pensait. Il fallait répondre quelle était la réponse qui donnait la meilleure chance de réussite pour la province en question ou pour le leader en question. Donc, une fois que toutes les réponses étaient rentrées, il n'y avait plus qu'à envoyer l'armée, ce qu'on a fait. Autrement dit, il n'y avait aucune chance et toutes les calembredènes de, de compromis, d'attente, c'était pour gagner du temps. Euh, il s'agissait aussi d'essayer, si possible, de- d'interrompre la grève de la faim, par exemple, parce que d'ailleurs, à ma connaissance, personne n'est mort de faim dans ce coup-là, mais euh, c'était un marché de dupes, en fait, bien sûr. Je me souviens aussi une anecdote qui est intéressante, ça rejoint ce que tu disais aussi avant, c'est le fait qu'il y a eu une visite officielle à l'époque de l'URSS, qui Gorbatchev, n'était hein. de Gorbatchev, ouais. Et c'était aussi un élément qui a fait changer la situation, puisque la Chine a souvent ce besoin de paraître aux yeux du monde, de montrer un visage parfait, comme tu disais, sans jamais d'erreur et tout ça. J'ai l'impression que c'est profondément inscrit dans la culture chinoise, confucienne, peut-être même au-delà du communisme, qui est ce côté, bah, bon, on remarque, on a un petit peu tout ça dans nos cultures, mais c'est vrai qu'en Chine, c'est particulièrement prégnant de dire, ah, on a un invité extérieur, alors on doit montrer Pékin sous toutes ses plus belles coutures. Et cet élément, effectivement, de visite officielle de Gorbatchev en Chine a aussi joué un rôle dans le déroulé des événements. Oui, tout à fait. Alors, en fait, euh, le Gorbatchev devait rentrer dans le Grand Palais du Peuple, qui est un palais multifonction qui sert essentiellement pour le Parlement, mais aussi pour les congrès du parti, pour toutes les fonctions publiques. C'est un palais, au passage, qui a été construit en 8 mois par le peuple, donc très très bien. Mais en fait, il a été construit en démontant un certain nombre de temples
qui était dans Pékin, où il y avait des dizaines et des dizaines de temples dont les colonnes de marbre ont été démontées pour faire les colonnes de marbre du Grand Palais du Peuple. Mais donc, normalement, il devait rentrer par la porte Est. La porte Est, de l'Orient. La chanson révolutionnaire dit euh, euh, l'Orient est rouge, le soleil se lève à l'Est. C'est par l'Est que rentre la révolution. Donc, on devait faire rentrer le premier secrétaire du Parti communiste soviétique, le parti père ou mère en quelque sorte du communisme mondial. Et ça n'a pas pu marcher. Il a dû rentrer par la porte nord. Parce que la porte est était occupée par les étudiants. C'était une avanie, une humiliation supplémentaire. Mais en tout état de cause, l'IPAN qui tenait les négociations avec les étudiants leur disait, mais vous avez rien à faire, vous êtes des enfants, retournez chez papa, maman. C'est pas, vous ne discutez pas avec moi. C'était pas jouable. Hmm. Ouais, il y a trop de décalage entre C'est entre deux ça. mondes, ouais, deux mondes qui ne se comprenaient pas et qui se comprennent peut-être toujours pas. Et justement, l'après Tiananmen, pour toi, qui a été un des rares étrangers, Laoai, non chinois, à être présent sur place à ce moment-là, est-ce que ça a créé des liens particuliers avec des Pékinois de l'époque? Est-ce que tu as gardé contact avec des gens qui avaient vécu ces moments-là? La réponse est oui et non, mais euh, j'avais des contacts avant. Et simplement pour protéger mes amis, j'ai renoncé immédiatement. Alors, pendant 2 ans, j'ai plus parlé avec personne. Euh, on s'est tous retrouvés, 9/10 des étrangers étaient partis, moi j'étais resté, même dans les ambassades, hein, en fait. Même les ambassades étaient parties parce qu'ils n'avaient plus rien à faire. Notamment au plan économique, il n'y avait plus de business à faire. C'est un pays qui s'était subitement refermé. Simplement, si on essayait de... à ce moment-là, la Chine a lancé une immense campagne euh, de, de délation. Il y avait des téléphones gratuits un peu partout. Euh, et on, on promettait l'impunité. Je me souviens d'un cas d'un homme qui est arrêté et euh, il est accusé secrètement de- oui, d'avoir participé au mouvement, quoi, d'avoir fait les manifs. Et il dit, mais le soir du Tiananmen, c'était impossible. J'étais au boulot envoyé par ma boîte à 300 kilomètres de là et je peux le prouver. Alors on dit, ah bon, ben, on va enquêter. On découvre que la personne qui a dénoncé, c'était sa femme, et pour pouvoir voir son amant à elle. Je me suis même trouvé isolé, mais tout le monde, même de la population française, parce que euh, du coup, moi, je m'étais déclaré en faveur de ces mouvements des étudiants, et j'éprouvais une immense euh, peine pour eux, même une colère complète face au gouvernement chinois. Et il y avait un très fort milieu, parmi les Français qui étaient restés, c'était des milieux d'affaires qui voulaient faire du business. Il y avait un certain nombre de gens qui auraient bien aimé me voir partir, en quelque sorte. Et donc, il s'est passé des tas de choses assez désagréables, et j'avais vraiment intérêt à surveiller mes paroles et à finalement, bon, on n'était pas totalement isolé parce que sinon on devient fou. Mais pas de Chinois, pas de Français. Alors on parlait avec les Allemands, avec les Anglais, J'avais beaucoup d'amis anglais, british, beaucoup d'amis allemands, américains. Euh, on était très internationaux. Ça me, ouais,
C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure avec Robinson Crusoe, on se retrouve déjà très, très seul dans un environnement très différent. Alors en plus, quand on est coupé de ces conversations-là, on peut vraiment avoir le sentiment d'être seul. Et Robinson à Pékin, c'est le titre de la BD qui avait créé un petit peu notre rencontre à Paris pendant, je crois que c'était juste après le Covid, ça devait être 2021 ou 2022. Oui, Euh, j'avais, J'étais venu pour une séance de dédicace et puis j'avais trouvé ce titre très, très plaisant et puis les illustrations de Aude Massot, je crois, oui, euh, qui était une très bonne combinaison avec tes textes, ton témoignage et puis les visuels. Et ça, donc ça, c'était ta BD précédente. Et aujourd'hui, enfin ces derniers temps, depuis quelques mois, tu as sorti une nouvelle BD qui s'intitule donc Xi Jinping, l'empereur du silence, en collaboration avec un illustrateur italien. oui. Est-ce que Gianluca Costantini. Gianluca Costantini, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce titre? Alors l'empereur, on comprend bien, mais alors l'empereur du silence, d'où ça vient ce terme de silence? Ben, je trouve que si la Chine en général a plutôt, en tant que gouvernement, envie de décourager le, le dialogue entre les Chinois, quoi. De décourager les- la profusion de pensées qui soient divergentes. Euh, Xi Jinping a porté ce désir à une obsession inégalée dans l'histoire. Euh, il a été, il y a eu un certain nombre de circonstances qui ont favorisé ça, à commencer par le fait que la Chine a été, comment dire, Xi Jinping lui-même a été victime d'une tentative d'enlèvement en 2012 et de se faire prendre le pouvoir qui lui revenait par une bande des quatre, une nouvelle bande des quatre. Alors il faut savoir quelle était la première bande des quatre, c'était celle autour de la femme de Mao Tse-tung. Une fois que Mao est mort, euh, la femme de Mao Tse-tung, Chiang Ching, avait réuni un carteron de gauchistes à l'ancienne manière. euh, et ce carteron a essayé de surgeler le pouvoir de manière à rester bloqué sur un conservatisme gauchisant, euh, de dictature du prolétariat. Et il a fallu 4 ans à Deng Xiaoping, euh, porté par la foule et porté par une opinion euh, générale au sein du parti, pour casser cette bande des quatre et pour prendre le pouvoir et lancer une politique de réforme. Entre la mort de Mao et l'avènement de Deng Xiaoping, il s'est passé 4 voire 5 ans, de 2076 à 2080. Voilà. Pardon, à 1980. 1976-1980. La deuxième bande des quatre, ça se passe en 2012. Et là, vous avez, euh, il s'agit de donner le pouvoir à Bo Xilai, qui est le grand patron de la ville de Chongqing, ville grande comme tout le Canada, 35 millions d'habitants. Et avec lui, il y avait Xu Caihou, le grand patron de l'armée. Il y avait Zhou Yongkang, le grand patron de la police, de toutes les polices secrètes et autres de l'Empire. Et il y avait Ling Tihua, le bras droit du président de la République, qui était le grand patron de l'administration. C'était donc une coalition absolument formidable. Et pourquoi est-ce que cette coalition préférait Bossilai à, à Xi Jinping? Ce n'est pas très clair pour moi, en fait. Mais je pense que Xi Jinping n'était pas décidé au départ à faire dans l'extrême gauche. Il était plutôt
il était attentiste et il se demandait ce qu'il allait faire. Il fricotait pas mal avec Li Keqiang, son premier ministre, son futur premier ministre, qui lui était totalement réformateur. Tandis que Bossilai, lui, qui était un surdoué de la politique, et il avait d'abord commencé sa carrière comme un peu comme un Américain en quelque sorte. Il était toujours habillé en costume américain. Il parlait l'anglais. Il était pour les- la réforme économique et tout. Et il a inquiété les vieux qui disaient ça va nous prendre nos privilèges, tout ça. Et ensuite, il a dit, bon, deuxième essai, cette fois-ci, je le fais en gauchiste, en rouge. Et on va replonger la Chine dans la révolution culturelle tout en intégrant quand même l'idée de développement économique et de la discipline. Mais par contre, au niveau de la politique, on va être beaucoup plus dur et fermement hostile à toute propagation de pensée, etc. Et donc ces gens-là, ils étaient plutôt satisfaits de l'approche de Bossila et ils ont dit, bon, ils ont essayé par des méthodes que j'explique dans cette bande dessinée qui sont plus ou moins secrètes, que personne d'autre n'a écrites à part moi jusqu'à présent, que je sache, eh bien, ils ont essayé de prendre le pouvoir, ça n'a pas marché. Et du coup, ce que Xi Jinping a fait, c'est, dès qu'il a pris le pouvoir quand même, eh ben, c'est de déconnecter les grandes institutions de l'État chinois, du Parti communiste, à savoir le comité central, le, le bureau politique. En gros, les décisions sont prises en Chine par des groupes de travail du comité central, chaque groupe de travail spécialisé dans une politique. Et comment dire ça? Eh bien, Xi Jinping a créé des commissions centrales. Et chaque fois, il a posé ses propres amis à l'intérieur de ces groupes, ce qui fait que il était sûr de tout tenir en main. Et les quatre hommes de la nouvelle comment dire, bande des quatre ont été condamnés à la prison à vie pour corruption. Sauf un, parce qu'on n'a pas eu le temps le militaire, on n'a pas eu le temps de le juger. Il est mort opportunément d'un cancer du pancréas. Peut-être qu'il a été assassiné, hein. Après tout, on n'en sait rien. C'est ce qu'on nous a dit qu'il était mort d'un cancer du pancréas. En tout cas, tous ces hommes ont été éliminés, éradiqués, on n'en parle plus. Et à ce moment-là, Xi Jinping a commencé une très vaste campagne de silence, de l'empereur des silences. Des, par, par plaque, par vague, par cloche, le silence s'est répandu pyramidalement autour de lui et a gagné l'ensemble du pays. En gros, ça s'est passé comme ça. Il a aussi été aidé par des technologies nouvelles qui n'existaient pas 10 ans plus tôt, par le contrôle de l'Internet et le rassemblement de toutes les données euh, de manière à faire un dossier sur chaque personne permettant de la punir ou de la récompenser en fonction de sa bonne attitude. Et du coup, la Chine est devenue un pays du silence. Et Bossilai est toujours en prison. Est-ce que tu crois en un jour où on pourrait voir Bossilai sortir de prison et potentiellement soit lui ou soit sa faction reprendre le pouvoir en Chine? C'est amusant, cette question, parce que il y a 2 mois, le fils de Bo Xilai, qui s'appelle Bo Guagua, s'est marié à Taïwan avec une fille taïwanaise. Et au moment de son mariage, a donné une interview à la presse américaine, je crois, pour dire en fait, Bosila et mon père, on était très très liés. On était une seule famille. Mon père, il n'a jamais fait ce qu'on lui reproche. Et il a été victime d'une campagne. Il disait qui était la campagne? Et c'est pas Xi Jinping, non, lui, il était très très proche et très ami avec mon père. Ben, c'était un appel d'offres, cette, cette interview. Cela dit, euh,
À ma connaissance, mais on ne sait pas, Bosila, il pourrait se retrouver dans une île au large du Chandon, dans une espèce de sanatorium où il jouirait d'une forme de liberté. Euh, dans la BD, je prête à Bosila euh, Xi Jinping serait venu le voir dans sa prison pour régler ses comptes avec lui et ils auraient discuté comme des frères en quelque sorte, en se tutoyant, en disant euh, oui, pour parler de comment ça allait se passer. Cela dit, Xi Jinping n'a aucun cœur ni aucun intérêt à faire ça. Tant qu'il pourra l'éviter, il le fera. Euh, Peut-être que si on redémarre un nouveau type de pouvoir, on n'irait pas chercher Bosila et on irait chercher plutôt les jeunes de septième génération que Xi Jinping a éliminés comme sa succession naturelle. Il a écarté tous les jeunes qui pouvaient être sa succession naturelle. Il a écarté beaucoup de gens. Il y a eu des millions de gens qui ont été purgés en Chine. C'est énorme. Ouais, il y a une expression en chinois, je ne sais pas si tu l'as entendu, qui s'appelle une relation pour désigner deux frères ou deux personnes qui sont pris comme ça dans un étau où un seul des deux peut survivre. Et on dit ni huo wo se. Donc c'est soit tu vis et je meurs, Mhm. soit je vis et tu dois mourir. Il y a un côté très extrémiste et peut-être qui n'empêche pas d'autres sentiments, mais c'est Ouais, vrai que c'est un peu ouais. soit l'un, soit l'autre, quoi. Ça, Wo Ni Se. Voilà, exactement. Tout à Dans, fait. dans, dans les chroniques d'Eric, le podcast que tu animes et les émissions que tu partages régulièrement, j'entendais un parallèle très intéressant que tu faisais entre Xi Jinping dans sa relation avec son père et l'artiste chinois Ai Weiwei. Est-ce que tu peux nous dire ce que ces deux-là ont en commun? Ben, c'est très curieux. Ils ont en commun une communauté de pensée et en commun une antinomie complète, ce qui est donc assez curieux. Ils sont tous les deux en guerre avec leur père. Ils ne sont pas d'accord avec leur père. Le père de Xi Jinping était un démocrate et un humaniste. Et il était contre l'effusion de bains de sang. Il s'est tout le temps manifesté en faveur de, de la mansuétude, de la compassion, des trucs comme ça. Tandis que Xi Jinping il dit non, non, faut être sévère, très, très dur pour sauver le pouvoir, etc. Euh, Bosila, pardon, pas Bosila, Ai Weiwei, est également opposé à son père. Alors, le père de Ai Weiwei, qui était il s'appelait Ai Ting, je crois, c'était un poète national, un poète pompier célèbre. Et de ce fait, Ai Weiwei a eu le droit de d'être très impertinent avec le régime pendant très longtemps. Et même à un moment donné, de s'en aller. euh, s- il a quand même fait 3 mois de prison, quelque chose comme ça, ce qui est, et normalement, il aurait dû faire sa vie entière en prison s'il n'avait pas été le fils de son père. Hein. Euh, donc, il a profité d'une faveur du fait de la puissance de son père. Ça, c'est exactement la même situation que, que Xi Jinping, qui a, euh, qui est né la cuillère en argent dans la bouche, dans un palais, et qui a été protégé toute sa carrière, notamment par Chou Enlai, le numéro 2 du régime. Et dans les deux cas, alors, Xi Jinping s'oppose à son père idéologiquement en disant le parti a toujours raison, même s'il a tort, on ne pose pas la question d'une culpabilité du parti, euh, ce que son père était prêt à faire. Et du côté de chez Xi Jinping, c'est pardon, chez Ai Weiwei, c'est plus ou moins le contraire. Tu vois,
euh, Ai Weiwei rejette son père pour, euh, comment dire, parce qu'il le trouve trop près du régime. Il le trouve trop en faveur du régime. Mais dans les deux cas, ces enfants sont idéologiquement, intellectuellement opposés à papa, mais émotionnellement, pas du tout. Ils, ils ne peuvent, ils souffrent, ils ne peuvent pas se passer de papa et ils réclament presque le pardon du père ou la, la compréhension du père. Justement, voilà une question que je m'étais posé la question. euh, Qu'est-ce qu'on pourrait qu'est-ce qu'on pourrait demander comme, poser comme question à Xi Jinping? Eh ben, moi, je demanderais à Xi Jinping, est-ce que tu demanderais toujours est-ce que tu demanderais à ton père pardon pour ce que tu as fait ou ce que tu as pensé? Ou est-ce que tu lui demanderais d'approuver ta politique sur la Chine? Un truc comme ça. Je pense que ce serait une bonne question, tout simplement parce que chez les deux hommes, dès qu'on leur parle de leur père, ils se décomposent, ça redevient des enfants. Donc, si on veut leur parler euh, euh, d'homme à homme, pas de personne à dictateur, mais de- il faut passer par le biais du père pour les remettre en quelque sorte, les redimensionner à un positionnement humain. Et après ce projet sur Xi Jinping, est-ce que tu as d'autres projets de bande dessinée, d'écriture qui seraient liés à la Chine? Je l'ai, il est même très précis. Euh, il s'agirait d'une poursuite de, en fait, de Robinson à Pékin, mais non pas pour dire les années suivantes et pour raconter ma vie, mais il faut porter sur un plan beaucoup plus philosophique. Qu'est-ce que c'est que, euh, par exemple, euh, Valentin de Ronsard à Vancouver? Qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que vaut Eric Meyer à Pékin? Qu'est-ce que c'est qu'une expatriation? Quand on rentre, est-ce qu'on a gagné ou est-ce qu'on a perdu? Euh, Est-ce que ça nous a enrichis ou renforcés? Quel sera le regard des autres sur nous? Euh, Est-ce que le message que nous aurons appris en faisant nos classes de manière très dure dans ces pays lointains, est-ce que ça peut servir à nos concitoyens pour apprendre des choses sur leur propre vie? Est-ce qu'une culture peut en juger une autre? Parce que c'est un petit peu ce que nous faisons nous, en observant toi ton Canada, moi ma Chine. euh, on peut apprendre des choses forcément très belles sur la manière d'améliorer les comportements, d'améliorer la rentabilité des comportements de nos propres pays. Par exemple, arracher la France à une forme de vieillerie, de, de- d'attitude un peu troisième âge, si on peut dire, ou dépassée, et la remettre dans l'énergie vitale. Est-ce qu'on peut faire ça ou pas? C'est toute une question qui pose une réponse de complexité infinie. Euh, En fait, je n'ai pas la réponse, mais je vais essayer de poser la question de la manière la plus précise possible, de manière à nous arracher, nous, au gnangnan, au bavardage, mais de dire à quoi ça sert de vivre un pays face à l'autre, en quelque sorte, une fois qu'on a eu la chance de vivre l'un et l'autre. Ouais, on a besoin de notre vendredi, ouais, Euh, pour se définir. Absolument. Ouais. Très bien, bah, je te remercie beaucoup. Pour finir, une dernière partie, j'aurais aimé te demander peut-être des recommandations culturelles diverses et variées qui te viennent en tête pour un public qui nous écoute et qui s'intéresse à la Chine. Alors évidemment, tes ouvrages et je ne peux que recommander aussi ton site, Le Vent de la Chine, ainsi que tes émissions podcast qui s'intitulent Les Chroniques d'Éric. Est-ce que tu as d'autres, peut-être, films, livres, d'autres choses que tu as en tête et que tu aimerais partager avec un public qui s'intéresse à la Chine? Bon, bien sûr, j'en ai quelques-unes. Alors, côté mode, par exemple, j'ai remarqué en Chine que
les jeunes femmes chinoises sont beaucoup plus audacieuses que les hommes qui sont beaucoup plus compassés et vieux jeux. Même à 18, même à 20, même à 30 ans, ils sont beaucoup moins audacieux. Mais les filles vont s'habiller un peu comme les femmes punk d'il y a 30, 40 ans, n'importe comment, avec des morceaux et des bouts, et ça donne quelque chose parfois extrêmement joli et toujours assez audacieux. Donc ça, il faut observer ça. Côté mode, toujours architecture, alors la Chine, c'est truffé de bâtiments ultra modernes, bouleversants de beauté, et qui ont été produits par des étrangers, par l'anglo-iranienne Zaha Hadid, par exemple, le français Paul Andreu, les Suisses Demeron et comment s'appelle l'autre, j'ai oublié, Demeron. Et puis le Norman Foster qui a fait l'aéroport de Pékin, le nouvel aéroport. Donc, ces bâtiments, il faut rien qu'aller en Chine pour voir ça parce que c'est incroyable, c'est d'une modernité infinie. On est dépassé là. Côté euh, musique, bon, j'ai pas grand-chose à déclarer parce que je trouve que le chant, la musique chinoise euh, n'est pas très créatif pour le moment. Ils sont très très forts en instrument, en musique solo, en chant, en violoncelle, tout ce que vous voulez. Ça marche très bien, euh, mais pas en composition. Alors, en gastronomie, eh ben, comme on se rapproche très très fort du nouvel an euh, lunaire, et on va rentrer dans l'année du serpent, eh bien, on mange en Chine des raviolis, ce qui sont très très bons. On appelle ça des tiaozi. On les fait à la maison. On achète au magasin chinois du coin les rondelles de pâte ultra fines, congelées. On les décongèle, on va la plier en deux en demi-lune et on met à l'intérieur une farce un peu de poireaux hachés, fins, de sauce soja, de porc haché et de gingembre. Et c'est la mode pékinoise, c'est délicieux. Euh, je me souviens aussi d'une racine de lotus qu'on coupe en tranches très fines et on va la remplir d'un hachis qui ressemble fort à celui du ravioli, avec du porc haché, du gingembre, des choses comme ça. Et ensuite, on met tout ça à frire dans de l'huile et ça donne une espèce de galette avec une galette à base de bulbes de lotus absolument extraordinaire. Côté cinéma, ben, pensez à ce réalisateur Tia Janke qui a réalisé notamment A Touch of Sin. C'est une histoire de bande de jeunes bandits à moto qui sont en fait des Robins des Bois des temps modernes, qui sont poursuivis par la police. Évidemment, la police va gagner à la fin, c'est normal, ça se termine en carnage. Mais c'est l'idée d'une résistance par une jeunesse révoltée face à la police et à l'État. C'est assez audacieux. Ça a été filmé. Son dernier film qui sort en ce moment même, partout sur Terre, s'appelle Les Feux sauvages. J'ai beaucoup, beaucoup adoré un film d'un jeune né en 1988 qui s'appelle Gu Xiaogang. Et le film merveilleux, il doit faire ça en 3 épisodes. Le premier épisode déjà sorti qui s'appelle Séjour dans les monts Fushun. C'est un très beau film, complètement onirique. Je l'adore. Donc je ne jure que par le cinéma chinois et j'y vais le plus souvent que je peux. Côté littérature, bon, bah, là aussi, je trouve que c'est un petit peu compassé, c'est un peu moins avant-gardiste. Vous avez Mo Yan, la Chine a quand même sorti 2 prix Nobel de littérature en 10 ans, donc, dont Mo Yan en 2012, avec des bouquins comme Le pays de l'alcool, Beau sein, belle fesse. Dans un de ses livres, on voit les 2 filles de Deng Xiaoping qui sont au bord de la route, fardées de blanc et qui appelle de la main les voyageurs, les véhicules qui passent. Et ça, c'est extrêmement goujat et très audacieux parce que ça montre en fait, pardon, ce sont des prostituées. C'est l'image d'une prostituée chinoise au bord de la route, teinte fardée de blanc pour faire croire qu'elles sont riches.
qu'elles n'ont pas besoin d'être dans les champs bronzées par le soleil, alors qu'en fait elles sont bronzées par le soleil, mais elles se teintent avec de la poudre. Et enfin, côté géographie, si vous allez en Chine, partout, non seulement vous verrez ces ouvrages ultramodernes qui sont très étonnants, mais vous verrez aussi des ouvrages antiques incroyables, planqués parfois, ou bien très célèbres et bien connus de tous. Et je me souviens dans une ville de Zhangzhou, à côté de la ville de Shijiazhuang, vous avez un pont suspendu qui fait 80 mètres de long, à 100 mètres de hauteur sur un précipice. Et ce pont, c'est un monastère. C'est une merveille absolue. Je vous le recommande. Et sinon, les gorges de Hu-Tiaoxia, les gorges du Saut du Tigre dans dans le Yunnan. Mais partout à travers la Chine, vous allez voir, tu vas voir ces bâtiments extraordinaires, inconnus et qui font hurler au génie humain et c'est chinois. Donc, ça, la Chine est vraiment, elle mérite un voyage, hein, absolument, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ben, ce sera le mot de la fin. Un grand merci Eric pour toutes tes recommandations et pour ton temps aujourd'hui. Et puis je te souhaite bon vent dans l'écriture de la suite des aventures de Robinson. J'ai hâte de lire ça. Magnifique, merci beaucoup.